Alors, bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre très intéressant parmi les chapitres de 12e année baccalauréat, c'est les ondes mécaniques progressives. Mais avant d'entrer dans les détails, on va d'abord découvrir l'ensemble des connaissances et savoir-faire essentiels tels qu'ils sont définis dans le cadre référentiel 12e année des programmes de 12e année baccalauréat. C'est exactement ce qui est attendu de vos examens nationaux. Et bien sûr, cela concerne toutes les filières SVT, PC et SM. Alors, le premier point à définir, c'est à maîtriser. Le premier point à maîtriser, c'est de définir une onde mécanique et sa célérité, c'est-à-dire sa vitesse de propagation. Alors, on va voir comme définition qu'une onde mécanique, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel. Le deuxième point, bien sûr, c'est de définir et reconnaître une onde transversale et une onde longitudinale. Alors, on va voir dans le chapitre, dans le détail, qu'une onde transversale, c'est où la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, par exemple la propagation d'une onde le long d'une corde. Alors, une onde longitudinale où la perturbation est parallèle à la propagation. Par exemple, la propagation d'une onde la propagation du son dans l'air. Le troisième point à définir, à maîtriser, c'est de définir une onde progressive. C'est tout simplement une onde qui transporte une perturbation d'un point à l'autre avec une certaine vitesse. Le quatrième point, bien sûr, à maîtriser, c'est de connaître et exploiter les propriétés générales d'une onde mécanique. La première propriété, bien sûr, qu'une onde transporte de l'énergie sans transport de matière. Deuxième point, c'est que les ondes peuvent réfléchir, réfracter, diffracter et interférer avec d'autres ondes. Mais dans ce chapitre, notre objectif seulement, c'est d'étudier le phénomène de réfraction. On va voir tout ça dans le chapitre par la suite. Et bien sûr, attention, dans certains milieux où la vitesse dépend de la fréquence, on parle, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dispersion. Alors, autre point à connaître, c'est de connaître la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source qui se modélise par cette expression-ci. L'élongation au point M de t est égale à l'élongation de la source à l'instant t moins le retard temps. On va définir bien sûr le retard temporel par la suite. Et bien sûr, autre point important, c'est d'exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. Et la célérité, bien sûr, tout ça peut regrouper dans une expression qui est très simple, c'est que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Et bien sûr, autre point intéressant, c'est d'exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer graphiquement ou bien à partir des mesures la distance, le retard temporel et la célérité. Et bien sûr, le dernier point, c'est d'utiliser ou bien proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure du retard temporel ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde, soit par exemple à partir de micros reliés par un oscilloscope pour mesurer la vitesse du son, ou bien en utilisant des capteurs sur une corde pour voir le décalage de l'onde. Voilà l'essentiel et les connaissances et les savoir-faire exigibles. La situation problème, lorsqu'une pierre tombe dans un plan d'eau immobile, elle génère des modifications sous forme de rides ou bien des vagues circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. Autrement, lorsqu'une pierre tombe dans un plan d'eau calme,
des raies circulaires apparaissent et se propagent le long de la surface de l'eau. D'accord? Mais que s'est-il vraiment passé? C'est la licence, bien sûr, ce qu'on appelle le phénomène de perturbation. C'est-à-dire la chute de la pierre, elle va provoquer une perturbation locale au point d'impact. Et bien sûr, cette perturbation au point d'impact, voilà le point d'impact, et cette perturbation, bien sûr, il est temporaire, c'est une modification temporaire de l'état de l'eau. Quelques notions de perturbation d'un milieu matériel. Une perturbation est une modification locale et temporaire de l'état d'un milieu matériel. Donc, bien sûr, il est souvent provoqué par une cause extérieure, comme notre cas, c'est par exemple un pierre qui tombe dans l'eau. Donc, la perturbation peut se manifester sous forme des déplacements, de variations de pression ou bien de la variation de la température, de l'énergie, etc. Donc, on va voir aussi autre exemple. L'exemple, par exemple, la déformation d'une corde. La déformation d'une corde à l'une de ses extrémités lorsqu'on la jette, comme vous le voyez, la perturbation constate. Et on peut observer que la perturbation se propage le long de la surface. Prenons autre exemple, c'est la compression des sphères, par exemple, d'un ressort. Lorsqu'on compresse quelques sphères de ressort, on constate comme suit. La perturbation aussi, comme vous voyez, la perturbation se propage de proche en proche le long de ce ressort. Alors, la déformation à l'échelle de perroquet, vous voyez à l'échelle de perroquet que la perturbation se propage à travers des barreaux et des cordes le long de cette échelle. L'air déplacé par un source sonore, par exemple haut-parleur ou bien instrument de musique, comme vous le voyez, il y a une variation de pression de l'air qui se propage sous forme d'ondes sonores. Le dernier exemple, c'est un séisme qui fait vibrer l'eau et bien sûr, il déforme la surface de l'eau. Donc, comme vous le voyez, cette déformation, bien sûr, donne naissance à des cercles concentriques, bien sûr, visibles à la surface de l'eau. Donc, prenons comme définition de la perturbation. Une perturbation est une modification locale et temporaire d'une propriété ou bien des propriétés telles que la position, la vitesse, la pression, la température et aussi l'énergie, etc., qui peut se propager dans un milieu matériel et bien sûr donner naissance à une onde mécanique. Alors la portion du milieu où est créée la perturbation, généralement appelée source de l'eau, qu'on peut la noter S. Donc passons au premier point, premièrement, c'est les ondes mécaniques progressives et commençons par quelques exemples. Par exemple, le premier exemple, c'est secouant par exemple verticalement l'extrémité d'une corde tendue horizontalement, c'est-à-dire on va créer une perturbation à la source S et on va voir qu'est-ce qui se passe. Dans le deuxième exemple, si on tend horizontalement un ressort de grande longueur, on comprime quelques sphères, puis on les lâche. Si je comprime quelques sphères d'un ressort, qu'est-ce qu'on peut observer? D'accord? Bien sûr, il y a une propagation d'une perturbation, mais à quelle direction on va, comme vous le voyez ici, bien sûr, dans le sens de propagation de l'onde. Et le troisième exemple, si on laisse tomber une goutte d'eau sur la surface d'eau calme, contenue bien sûr dans une cuve. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure d'après ces trois exemples? C'est que la perturbation se propage dans le milieu, de proche en proche, et chaque point du milieu va subir bien sûr des modifications identiques à celles de la source.
Après le passage de la perturbation, chaque point du milieu retrouve à sa position initiale. Voilà l'essentiel. Donc, on va définir l'onde mécanique. Donc, on appelle onde mécanique si le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, comme nous avons constaté d'après les exemples précédents. D'accord? Alors, si la propagation de la perturbation créée par une succession de signaux d'une source vibrante dans un milieu matériel, l'onde mécanique, dans ce cas, est dite progressive s'il s'éloigne indéfiniment de la source. Donc, on définit l'onde mécanique progressive est une succession entretenue des signaux mécaniques qui se propagent dans un milieu supposé infini. Prenons comme exemple, nous pouvons générer une onde mécanique progressive par la vibration entretenue d'une source. Et prenons comme exemple, si en faisant tomber l'eau successivement à la surface libre d'une eau, goutte à goutte bien sûr, à l'aide d'un robinet, on obtient une onde mécanique progressive. Donc, on peut créer l'onde mécanique progressive par une perturbation successive à partir de la source. Voilà. Donc, deuxièmement, les différents types d'angles, les ondes transversales et les ondes longitudinales. Prenons comme activité sous forme des exemples. L'exemple 1, une onde se propageant le long des cordes. Qu'est-ce qu'on observe? Chaque point de la corde se déplace verticalement, c'est-à-dire la direction verticalement, c'est-à-dire la direction de la propagation ou de la perturbation, elle est verticale, tandis que la propagation d'onde, elle est horizontale. On dit dans ce cas que l'onde est une onde transversale. Autre exemple, une onde se propageant le long d'un ressort. Donc, une onde se propageant le long d'un ressort, lorsqu'on comprime quelques sphères et on les lâche, bien sûr, elles oscillent horizontalement avant de revenir à leur position initiale. C'est-à-dire que la perturbation se propage aussi horizontalement le long des ressorts. Dans ce cas, on dit que l'onde est longitudinale. Donc, comment définir ces deux types d'ondes? Donc, comme définition, une onde est transversale lorsqu'un point du milieu affecté par la perturbation se déplace perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Et une onde est dite longitudinale lorsqu'un point du milieu affecté par la perturbation se déplace parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Prenons autre exemple. C'est l'onde qui se propage à la surface de l'eau aussi est une onde transversale car les particules de l'eau oscillent verticalement tandis que l'onde se déplace horizontalement, comme vous le voyez. Voilà la direction de la propagation qui est perpendiculaire à la direction de perturbation. On dit que l'onde propagée à la surface de l'eau est une onde qui est transversale. Alors maintenant, passons au troisième point, c'est les ondes sonores. Prenons comme activité sur les ondes sonores. Et la première expérience, on peut poser la question suivante. Le son est-il une onde mécanique ou non? Donc, prenons cette expérience qui s'appelle, c'est on place une source sonore. Ici, bien sûr, c'est un réveil mécanique muni d'un marteau pour bien l'entendre sur une cloche de verre et relié, bien sûr, à une pompe à vide en faisant attention à ce qu'il ne soit pas en contact, ce marteau ne doit pas en contact direct avec les parois de la cloche. D'accord? Donc, et on fait sonner le réveil. Donc, on entend
la sonnerie et on voit également le marteau du réveil bouger. Et lorsqu'on active la pompe afin de faire le vide à l'intérieur de la cloche, créer le vide à l'intérieur de la cloche, que se passe-t-il? Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Au bout d'un certain temps, on entend plus le son du réveil et pourtant on voit que le marteau du réveil continue à bouger. Voilà, donc voilà l'essentiel. Alors, l'onde sonore, est-ce qu'elle est une onde mécanique? Donc oui, bien sûr, car le son est une onde, le son bien sûr est une onde mécanique car il nécessite un milieu matériel et c'est l'air pour se propager. Et bien sûr, sans l'air, le son ne peut pas se propager jusqu'à nos oreilles. C'est pourquoi l'impact des marteaux sur le réveil n'est plus audible. Donc, comme conclusion, on peut conclure que le son ne peut pas se propager dans le vide et le son aussi est une onde mécanique. Il nécessite un milieu matériel, soit qu'il est solide, liquide, ou bien gaz, ou bien les trois à la fois, pour se propager. Voilà. Passons maintenant à la deuxième expérience pour montrer est-ce que l'onde sonore est une onde transversale ou bien longitudinale. Et si on frappe rigoureusement un diapason, voilà un diapason, le tenir verticalement près d'une oreille humaine et bien sûr et le faire tourner lentement autour de son axe vertical. Qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on aperçoit ou bien on aperçoit un son dont l'intensité varie bien sûr selon la position du diapason. Et l'intensité perçue est maximale lorsque l'oreille se trouve dans le même plan vertical que les branches des diapasons. Et l'intensité, bien sûr, est minimale dans la direction perpendiculaire à ce plan. Dans la direction perpendiculaire à ce plan. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que l'intensité perçue de l'onde sonore est maximale dans la direction de vibration des branches du diapason. Dans les autres directions, l'intensité sonore, bien sûr, elle est minimale. Ce qui indique que la direction de propagation de l'onde et de la vibration du milieu sont alignées, c'est-à-dire sont parallèles. Et donc, le son est une onde longitudinale. Prenons un autre exemple, c'est le haut-parleur et l'oreille. Voilà, vous voyez ici le haut-parleur, l'oreille. Bien sûr, il y a un déplacement ou bien une vibration de l'air suite à une compression et de dilatation des couches de l'air qui se déplace dans le sens de propagation. Voilà. Donc, on peut prendre un autre exemple, c'est un diapason et une bougie. Donc, on peut observer par cette expérience qui est simple mais fascinante que lorsque le diapason est au repos, la flamme de la bougie reste immobile, mais dès qu'on frappe le diapason, ces branches, bien sûr, se mettent à vibrer rapidement. Et ces vibrations vont créer, bien sûr, des ondes de pression dans l'air, c'est le son. Et bien que ces ondes soient invisibles, elles se propagent tout autour du diapason et atteignent, bien sûr, la flamme. Et on observe que la flamme devient mobile, c'est-à-dire elle bouge dans le sens, bien sûr, de propagation de l'air, ou bien de l'onde mécanique dans l'air. Voilà. Donc, on peut conclure que le son est une onde mécanique progressive, longitudinale, se propage dans les milieux matériels, soit qu'il est solide, liquide ou bien gaz, et se propage grâce à une compression et une dilatation des milieux de propagation. Voilà la conclusion. Maintenant, est-ce que le son se propage dans les ondes, dans les liquides? Bien sûr, dans l'eau, par exemple, les particules sont plus proches les unes des autres que dans l'air.
Et lorsqu'une source sonore vibre, ces particules transmettent bien sûr les vibrations beaucoup plus efficaces que dans l'air. C'est pourquoi la vitesse des sons dans l'air est d'environ 1500 mètres par seconde, soit près de 5 fois plus rapide que dans l'air. Alors, cette propagation rapide permet à certains animaux marins, comme les dauphins, les baleines, de communiquer sur de très longues distances. Alors, cette propagation rapide permet à certains animaux marins, comme les dauphins et les baleines, de communiquer sur de très longues distances. L'essentiel. Aussi, le son se propage aussi dans les solides. D'accord? Donc, le son peut aussi se propager dans le solide. Et dans les solides, bien sûr, les particules sont encore plus rapprochées que dans les liquides et dans l'air, ou bien dans les gaz en général. Et lorsqu'une vibration se produit dans les solides, l'énergie se transmet très rapidement d'un atome à l'autre, ce qui rend la propagation des sons beaucoup plus efficace dans les solides. Et la vitesse des sons dans un solide, comme le métal ou bien le verre, peut atteindre plusieurs milliers de mètres par seconde, parfois plus que 10 fois que celle de l'air. C'est pourquoi, si en collant l'oreille à un rail ou bien à un mur, on peut entendre un son avant qu'il s'arrive par l'air. Cette propriété est utilisée dans de nombreuses applications industrielles, par exemple comme le contrôle des structures, la détection des fissures ou bien l'imagerie ultrasonore. Ainsi, donc, dans les solides, le son voyage plus vite et plus loin grâce à la forte cohésion entre les particules des matériaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que la vitesse du son dépend du milieu de propagation. Plus les particules sont rapprochées, plus le son se déplace rapidement. Autrement dit, plus la densité et la cohésion des milieux sont élevées, plus la vitesse de propagation du son dans le milieu est grande. Les propriétés générales d'une onde mécanique. Donc nous avons vu que l'onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transporter bien sûr de matière, mais avec un transport d'énergie. Voyons maintenant ces propriétés générales, ou bien les principales propriétés générales. Donc la première propriété, c'est la direction de la propagation. Une onde se propage à partir de sa source dans toutes les directions qui lui ont offertes. D'accord? Donc, en distinguant ainsi les ondes à une, ou bien deux, ou bien trois dimensions. Donc, une onde mécanique peut se propager selon une, deux ou trois dimensions. S'il se propage dans une seule direction, par exemple, on parle d'onde unidirectionnelle. Onde à une dimension ou bien onde unidirectionnelle, c'est-à-dire que la propagation a lieu dans une seule direction, comme dans une onde longue d'une corde ou bien d'un ressort. Alors, lorsque elle se propage dans un plan, c'est une onde bidimensionnelle. Donc, onde à deux dimensions ou bien bidimensionnelle lorsque la propagation s'effectue sur une surface plan, comme par exemple les ondes circulaires à la surface d'eau. Et s'il se propage dans les trois directions de l'espace, on dit que l'onde est tridimensionnelle. Donc, l'onde à trois dimensions ou bien onde tridimensionnelle, si la propagation s'effectue dans tout l'espace. C'est-à-dire, l'onde se propage dans toutes les directions, comme par exemple l'onde sonore dans l'air ou bien le son en général. Donc, la deuxième propriété générale,
c'est bien sûr parmi les propriétés, c'est la superposition des ondes. Alors, que se passe-t-il si deux ondes se croisent? Prenons une corde et créons deux perturbations aux extrémités. Quand ils se rencontrent, leur amplitude s'ajoute. D'accord? Comme vous le voyez. De même à la surface d'eau. Mais juste après leur croisement, chaque onde reprend sa forme et continue son chemin comme si de rien n'était. Lorsque les deux ondes se croisent, leur amplitude s'ajoute algébriquement, mais après leur rencontre, après le croisement, chaque onde ou bien perturbation reprend sa forme propre, leur forme respective reste inchangée, on dit que les deux ondes se superposent. C'est ce qu'on appelle le phénomène de superposition. Seulement pour les ondes de faible amplitude peuvent se croiser sans modifier. Alors pour des amplitudes intéressantes, bien sûr, on va observer autre propriété. D'accord? Donc, si les ondes, elles gardent la même forme, la même direction et la même vitesse. On conclut donc, lorsque deux ondes mécaniques d'une perturbation très faible se croisent et continuent à se propager après leur rencontre, sans se perturber, sans subir de modifications, chaque onde garde la même forme et la même célérité. On dit qu'ils se superposent. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le phénomène de superposition. Maintenant, parmi les propriétés générales des ondes mécaniques, c'est le transport d'énergie. C'est le transport d'énergie sans transport, bien sûr, de matière. Lors de la propagation d'une perturbation, comme nous avons défini, il y a transport d'énergie de proche en proche, d'un point du milieu à un autre, sans transport de matière. C'est une onde mécanique, on dit qu'une onde mécanique transporte d'énergie sans transport de matière. Exemple, quand on agite l'extrémité d'une corde, on lui donne une énergie mécanique qui se propage au long de la corde. Autre exemple, par exemple, une pierre tombe dans l'eau, l'énergie de l'impact est transmise aux molécules autour et transmettent l'énergie autour, créant bien sûr des ondes à la surface de l'eau. Voilà. Donc on conclut que ce qu'on peut retenir ici, si une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel, elle peut se propager dans une dimension, bien deux dimensions ou trois dimensions. Et aussi les ondes peuvent se superposer sans se perturber et transportent aussi de l'énergie et pas de matière. Donc, pour comprendre ces propriétés est essentiel pour étudier les phénomènes comme le son, les tremblements de terre et aussi les vagues. Voilà. Cette partie est consacrée au calcul de la célérité d'une onde mécanique. Nous allons voir ce qui est la célérité, de quels paramètres elle dépend, ainsi que les différentes méthodes permettant de la mesurer et de la calculer selon les milieux de propagation, à l'aide bien sûr de quelques exemples concrets. Alors, qu'est-ce que la célérité d'une onde? Comme définition, la vitesse de propagation d'une onde s'appelle aussi la célérité V d'une onde. C'est le quotient de la distance d parcourue par la perturbation sur l'intervalle de temps delta t. Que dire bien sûr ce parcours? C'est-à-dire que V est égal à la distance divisée par delta t qui est égal à bien sûr mm1 divisé par t2 moins t1 avec bien sûr d qui est égal à la distance de parcours, bien sûr d
est égal à M1, M2, c'est la distance parcourue par l'onde, bien sûr, il est en mètres. Alors, delta T est égal à T2 moins T1, c'est la dérive de la propagation qui est en secondes. Et bien sûr, V, c'est la célérité de l'onde, elle s'exprime bien sûr en mètres par seconde, comme vous le voyez ici dans cette figure, bien sûr. Voilà M1, voilà M2, et bien sûr, la distance entre M1 et M2, c'est D, et la dérive, c'est delta T qui est égal à T2 moins T1. Alors, notez bien que le terme vitesse est utilisé pour les transports de matière. Par exemple, la vitesse de déplacement d'un véhicule ou bien d'un solide en général, alors que le terme célérité est utilisé pour le déplacement d'une onde, c'est-à-dire le transport d'énergie. Voilà. Passons maintenant aux deuxième partie, c'est quels sont les paramètres influençant sur la célérité de l'onde. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que la célérité dépend de la forme de la perturbation ou de son amplitude, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La célérité d'une onde mécanique dépend uniquement du milieu de propagation et de son état physique. Donc, pour comprendre, réalisons quelques expériences. Bien sûr, voilà, comme on va les faire comme des activités. Donc, la première expérience est faite de la forme de la perturbation. Voilà, les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M appartient à une corde située à une distance de SM est égale à 5 mètres de la source S en fonction bien sûr des temps et on considère à l'instant le débit de vibration de la source comme origine des dates telles que TS est égal à 0. C'est-à-dire le long d'une courbe tendue, on va créer deux perturbations différentes à une même distance de la source. Par exemple, ici, c'est 5 mètres. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la première perturbation mise 0,5 secondes pour atteindre le point M et aussi la seconde mais aussi 0,5 secondes pour atteindre le point M. Donc, dans les deux cas, la célérité V est égal à 5 divisé par 0,5 qui est égal à bien sûr 10 mètres par seconde. Donc, les deux perturbations, bien que différentes, se propagent bien sûr à la même vitesse. Donc, on peut conclure que la célérité d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut conclure, c'est que la célérité d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation. Passons maintenant à l'activité 2, c'est la deuxième expérience effet de la tension de la corde. Cette fois, si on garde la même corde, mais on change sa tension. Voilà, donc les courbes représentent les variations d'élongation d'un point M avec SM toujours égal à 5 mètres en fonction du temps, donc on modifie bien sûr la tension de la corde. Dans le premier cas, la tension de 2 newtons et dans le second cas, T est égal à 0,2 newtons. Déterminons la célérité de l'onde dans chaque cas. Donc, c'est-à-dire, on mesure à nouveau la célérité de propagation. Qu'est-ce qu'on trouve? Pour T1 est égal à 2 newtons, V1 est égal à toujours 5 divisé par 0,5 d'après la figure, est égal à 10 mètres par seconde. De même, pour T2, qui est dans le cas où T2 est égal à 2,5 newtons, V2 est égal à 5 divisé par 2, qui est égal à 2,5 mètres par seconde. Vous voyez la figure ci-contre. Donc, on constate alors que la célérité augmente quand la tension de la corde augmente. C'est-à-dire que la célérité augmente avec l'augmentation de la tension de la corde. On remarque bien sûr, d'après ce calcul de la célérité, que V1 est différent de V2. Alors, la célérité de l'onde V2 dépend de la tension de la corde T. Donc, on a bien sûr, d'après les calculs, T1 supérieur à T2, et V1, il est aussi supérieur à V2. Donc, plus que la tension de la corde augmente, plus que V, la célérité de l'onde augmente. Autrement dit,
plus la courbe est tendue, plus l'onde se propage rapidement. Voilà la conclusion, c'est ça. Plus la courbe est tendue, plus l'onde se propage rapidement. Alors, passons maintenant à la troisième expérience, c'est l'effet de la masse linéaire. L'effet de la masse linéaire de l'inertie, c'est l'effet de l'inertie. Alors, les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M avec SM est égal à 5 mètres en fonction du temps, comme vous le voyez dans la figure ci-contre. Donc, on modifie bien sûr seulement la masse linéaire ou bien linéaire de la corde. Notons bien que la masse linéaire que notée mi représente bien sûr la masse par unité de longueur d'une corde. Donc, on écrit que mi est égal à M sur L avec M c'est la masse de la corde et L bien sûr c'est la longueur de la corde. Et voilà, donc déterminons maintenant la célérité de l'onde dans chaque cas. Donc, premier cas, mi1 est égal à 100 grammes par mètre. Deuxième cas, mi2 est égal à 500 grammes par mètre. Alors, dans le premier cas, la vitesse V1 est égale à SM divisé par delta T qui est égal à 5 sur 1 est égal à 5 mètres par seconde. Par contre, V2 dans le deuxième cas est égal à 1,7 mètres par seconde. Voilà, voilà. Voir la figure ci-contre. Donc, on remarque que V1, bien sûr, il est différent de V2. Donc, la masse linéaire a un effet sur la célérité de l'onde mécanique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a mi2 supérieur à mi1, mais V2, il est inférieur à V1. V2 inférieur à V1. Donc, plus la masse linéaire augmente, plus la célérité de l'onde diminue. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc, on peut conclure que plus la corde est lourde, plus la célérité diminue. Voilà la conclusion. Plus la corde est lourde, plus la célérité diminue. Maintenant, d'après les expériences, on constate que la célérité de l'onde le long d'une corde élastique dépend de sa tension T et de sa masse linéaire μ. On peut écrire que V est une fonction de la tension et de la masse linéaire μ. Donc en réalité, la relation qui lie ici deux grandeurs est la suivante. V est égal à la racine carrée de T divisé par μ. D'accord? Donc cette formule montre que la célérité augmente avec la tension et diminue avec la masse linéaire. Et bien sûr, il est vérifiable par l'analyse adimensionnelle. Donc c'est simple à vérifier par l'analyse dimensionnelle. Donc passons maintenant à quelques exemples dans d'autres milieux. Alors pour les ondes à la surface de l'eau, la célérité dépend bien sûr de la profondeur H de liquide et bien sûr de la gravité G. Donc la formule s'écrit sur la forme suivante: G est égal à racine carrée de, ou bien V est égal à racine carrée de G fois H, aussi vérifiable par l'analyse adimensionnelle. Alors pour les ondes sonores, la célérité augmente avec la tension du milieu de propagation. Donc il est faible dans les gaz, moyen dans les liquides, il est très grande, elle est importante, bien, elle est grande dans les solides. C'est-à-dire que la célérité des ondes mécaniques augmente avec l'augmentation de la densité du milieu de propagation. Voilà le milieu de propagation, par exemple, quelques valeurs à prendre par corps. Le milieu de propagation dans l'air, la vitesse 340, dans l'eau, la vitesse c'est 1500, aux alentours de 1500 bien sûr, et dans les solides tels que l'acier, il est aux alentours de 5500 mètres par seconde. Voilà. Alors, pour les gaz, la célérité des sons augmente avec la température du milieu. Plus, alors pour les gaz, la célérité augmente avec la température. Plus il fait chaud, plus les particules bougent rapidement et plus l'onde se propage vite. Donc la vitesse s'exprime comme suit: V est égal à gamma racine carrée de gamma RT divisé par M. Bien sûr, à gamma c'est le coefficient adiabatique qui est égal à 1,4 à peu près pour l'air. Alors R c'est la constante des gaz parfait et bien sûr T c'est la tension, c'est la température en Kelvin bien sûr en système international, et M c'est la masse molaire bien sûr des gaz.
Donc, comme conclusion, de cette partie des paragraphes, donc, plus généralement, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde mécanique est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Elle ne dépend que des milieux de propagation et de son état physique, c'est-à-dire son élasticité, son inertie, sa température et sa densité et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, ici nous avons traité juste quelques cas pour les ondes mécaniques. Maintenant, voyons maintenant la notion de retard temporel et soit M1, M2, deux points distincts des milieux de propagation, c'est-à-dire le milieu c'est la corde ici, et on suppose que la perturbation se propage sans modification, c'est-à-dire sans amortissement. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'une onde se propage un milieu M1 à un milieu M2, il met un certain temps pour y arriver. Voilà. Donc, on crée bien sûr une perturbation AS, l'une des extrémités de la corde à l'instant T0 est égal à 0. Cette perturbation, bien sûr, se propage sans modification avec une vitesse V. Il atteint le point M1 à l'instant T1 et à l'instant T2, il atteint bien sûr le point M2 qui reproduit bien sûr le même mouvement que M1 mais avec un retard temps. Un retard temps. Donc le retard temporel noté temps et le temps mis par la perturbation pour parcourir la distance entre ces deux points. Donc voilà, le retard temporel noté temps, c'est le temps mis par la perturbation pour parcourir la distance entre ces deux points. Donc, comme définition, temps est égal à M1, M2 divisé par V, à savoir bien sûr que la vitesse n'est autre que la distance M1 divisé par le temps de parcours qui est ici le retard temporel temps, avec temps est égal à T2 moins T1. Voilà. Donc, cela signifie que si la célérité est grande, le retard est petit. Et si la célérité est faible, le retard est grand. C'est-à-dire que la célérité est inversement proportionnelle par rapport au retard temporel. La relation entre l'élongation d'un point M du milieu de propagation et celle du point M2, on peut l'écrire comme suit. Y1 de T1 est égal à Y2 de T2, ou bien Y1 de T2 moins T1 est égal à Y2 de T2, à savoir que temps est égal à T2 moins T1. On peut écrire aussi que Y de T1 est égal à Y2 de T1 plus temps. Donc voilà, on a seulement remplacé T2 par T1 plus temps. Donc, autrement dit, le point M2 reproduit le même mouvement que M1, mais avec un retard temps. Donc, conclusion, en général, le retard d'un point M des milieux de propagation par rapport à un point S est donné par cette relation-ci, si que temps est égal à Sm divisé par V. Voilà le retard entre un point M et la source S. Alors, la relation entre l'élongation d'un point M du milieu de propagation et celle de la source S de T0 s'écrit sur la fonction suivante que Ym de T est égal à Ys de T0. Je peux l'écrire aussi Ym de T est égal à Ys de T moins temps avec temps est égal à T moins T0. Voilà l'essentiel dans cette paragraphe qui concerne le calcul de la célérité et bien sûr des retards temporels d'une onde mécanique. Alors dans cette partie, on va clarifier une confusion très fréquente, c'est qu'il est la distance entre le mouvement d'un solide mobile et la propagation d'une onde mécanique. Alors
Donc, la comparaison est comme suit. Le mouvement d'un mobile solide, bien sûr, se décrit à l'aide d'une trajectoire, alors que la propagation d'une onde se fait à partir d'une source dans toutes les directions possibles. Et le mouvement aussi du mobile, il correspond à un transport de matière. Par contre, dans les ondes, ne correspond pas à un transport de matière, mais avec un transport d'énergie, bien sûr, comme vous le savez. Toujours pour le mouvement du mobile, il ralentit bien sûr par les frottements avec le milieu matériel, mais dans un milieu matériel pour les ondes mécaniques, une onde peut subir un amortissement. Cependant, cet effet se manifeste principalement par une diminution de son amplitude plus que par une variation de sa vitesse. Voilà, c'est-à-dire l'amortissement affecte l'amplitude et non pas la célérité. Pour un mobile se déplace plus facilement dans le vide que dans un gaz et plus facile dans un gaz que dans un liquide. Et bien sûr, le mouvement dans les solides, il est impossible. Alors, pour une onde mécanique, ne se propage pas dans le vide, mais il se propage plus vite dans le liquide que dans les gaz et fréquemment plus vite dans les solides que dans les liquides. Pour le mouvement aussi d'un mobile est modifié par un choc avec un autre mobile, c'est-à-dire modification de la vitesse, de la trajectoire, de l'énergie cinétique, déformation de solide et ainsi de suite. Alors pour les ondes, elles conservent ces caractéristiques après la rencontre avec d'autres ondes, c'est-à-dire elles gardent la même célérité après la rencontre, mais même forme aussi des surfaces d'ondes, même fréquence pour une onde périodique aussi, c'est-à-dire après rencontre, elles gardent les mêmes caractéristiques. Mais aussi pour le mouvement des solides aussi se fait à une vitesse qui dépend des conditions initiales, mais pour les ondes se fait à une célérité qui a pour des faibles amplitudes ne dépend pas du mouvement initial de la source. Et voilà, finalement, on peut dire aussi que le mouvement d'un solide s'effectue à une vitesse qui lui est propre et qui dépend bien sûr des conditions initiales du mouvement. Par contre, la propagation des ondes s'effectue à une célérité qui dépend essentiellement des milieux de propagation. Bien sûr, c'est-à-dire elle dépend bien sûr de la réfraction d'un milieu. Voilà une toute simple comparaison seulement pour sensibiliser cette confusion. Parmi les questions qui se posent sur les ondes mécaniques, c'est qu'est-ce qu'une onde mécanique? Donc, on va la définir onde mécanique comme suit. Une onde mécanique est une perturbation locale qui se propage dans un milieu matériel, transportant de l'énergie, et bien sûr, sans transport global de la matière. Donc, on va voir tout ça dans le chapitre par la suite. Alors, deuxième question, comment décrire la propagation d'une onde? Et avec quel nouveau vocabulaire? D'accord? Donc, parmi les vocabulaires qu'on va voir dans ce chapitre, c'est la perturbation. Bien sûr, la perturbation, comme nous avons défini, est une variation d'une propriété mécanique, telle que la position, la vitesse et l'énergie, d'une partie d'un milieu matériel. Et aussi, on va définir l'élasticité. Donc, on dit qu'un milieu élastique, s'il est compressible ou bien expansible. Donc, on va voir tout ça dans le chapitre. Et par la suite, on va définir la direction de la propagation dans laquelle l'onde se déplace et aussi la vitesse de propagation, l'amplitude maximale de la perturbation. Tout ça sont des vocabulaires à confronter dans ce chapitre. Aussi la périodicité, la période, la fréquence, la longueur d'onde et ainsi de suite. Par la suite, la question qu'on peut poser, c'est quels sont les différents types d'ondes mécaniques? Alors, quels sont les différents types d'ondes mécaniques? Dans ce cas, on différencie les différents types d'ondes mécaniques selon le milieu de propagation. Selon le milieu de propagation, on peut dire que l'onde est n-dimensionnelle, par exemple le long d'une corde, ou bien bidimensionnelle, c'est la propagation à la surface de l'eau, et aussi l'onde tridimensionnelle, c'est le cas de la propagation du son dans l'air. Et aussi, on peut différencier l'onde mécanique selon le déplacement des particules, c'est-à-dire est-ce qu'il est transversal ou bien longitudinal. Alors, autre question, quelles sont ces caractéristiques? Alors, lorsqu'on parle des caractéristiques, on va voir
juste cette question dans le 12e chapitre sur les ondes périodiques et on va définir bien sûr l'amplitude, la période, la fréquence, la longueur d'onde et aussi la vitesse de propagation et quelle est la relation entre la vitesse, la longueur d'onde et la fréquence. Tout ça, on va voir dans cet axe des ondes. Alors, autre question intéressante, quels sont les paramètres qui influencent la propagation d'ondes? Donc ici, on parle bien sûr de la nature des milieux, est-ce qu'il est solide, liquide ou bien gaz? Les propriétés physiques des milieux, telles que la masse volumique, l'élasticité, la tension et aussi la température. Donc voilà, en gros, et les physiciens, bien sûr, ici, s'interrogent sur la nature, la propagation du type, les caractéristiques et les conditions de propagation des ondes mécaniques afin de mieux décrire le phénomène de propagation et aussi de les modéliser sous forme des équations.